Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Bonsoir, ici Céline Lebel. Pour notre dernière émission en 60 minutes de l'année 2018, nous avons fait un spécial en compagnie de Maître Christian Néron, qui a généreusement accepté encore cette année terminer l'année avec nous. Nous le remercions de tout cœur et nous remercions aussi tous les invités qui ont voulu faire des entrevues avec nous. Chères auditrices et auditeurs, joyeux Noël, bonne heureuse année et bonne émission. Bonsoir, Maître Néron. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir de vous parler parce que j'aime bien ça aussi, de parler sur des questions de droit, sur des questions d'histoire, de philosophie, tout ça. Je vous remercie spécialement d'être avec nous encore cette année pour la finale, la dernière de 2018. Et ce soir, il y a quelques sujets dont on va parler qui sont connexes avec vos articles. Le plus récent qui est publié sur Vigile, s'intitule Les dessous de l'affaire Elvis Gratton, et c'est un texte très important qui nous parle de la débâcle identitaire. On doit commencer par là, qui commence en 1763 quand on est cédé au souverain anglais à l'Angleterre. À ce moment-là, on perd, c'est comme si on était effacé là, comme une première fois. Là, on perd tous nos droits. On n'a même plus la possibilité de vivre selon nos lois et coutumes. Voulez-vous nous expliquer ça? OK, alors donc là, on parle du début de la proclamation et même des mois qui ont précédé la proclamation royale. Mm-hmm. Donc, il y a eu le traité de Paris du 10 décembre 63. Après le traité, finalement, qui confirmait la possession définitive de la Nouvelle-France par l'Angleterre. Alors, l'Angleterre va prendre des mesures pour être capable de prendre légalement possession des lieux et d'y introduire des institutions. Alors, le ministre de l'époque va demander à quelqu'un, un spécialiste dont le nom est Henry Ellis, de préparer un projet de constitution qui va être revisé par le Board of Trade et qui va être finalement confirmé par le Conseil des ministres. Alors, et le Conseil des ministres, à ce moment-là, le personnage le plus important, c'est Halifax. Donc, on va créer la proclamation royale qui va devenir la première constitution. Alors, dans ce document-là, entre autres, on va changer le nom du Canada. On va biffer le nom du Canada pour prendre tout simplement celui de Québec. Ça va devenir the province of Quebec. Le Québec vient de là. Halifax dit que c'est le roi. Il dit que c'est Sa Majesté qui a décidé ça, mais j'ai comme l'impression, moi, que c'est plutôt lui-même, Halifax, qui a décidé de biffer le nom Canada et canadien pour Québec, province of Quebec. Parce que eux, au moment, à l'été 1763, lorsqu'ils ont travaillé sur le document, se sont dit, si on garde le nom Canada, on va passer pour des conquérants, des pirates qui se sont appropriés un territoire de la France. Alors que ce territoire-là, c'est leur théorie, il nous appartient depuis Jean Cabot. Donc, Jean Cabot qui a fait une exploration en 1594, je pense, à la même époque que Christophe Colomb plus au sud. Cabot aurait vu, à un moment donné, une bande de terre et lorsqu'il est revenu en Angleterre, il a dit, j'ai vu ça, donc j'ai pris possession de ces terres-là. Alors, les Anglais vont dire, à ce moment-là, tout ce territoire qui était à l'ouest du territoire que Cabot a vu, ça appartenait de droit à l'Angleterre. Alors que le droit international coutumier n'a jamais reconnu ce genre de prise de possession. Le droit international coutumier reconnaissait un titre légal lorsque des colons arrivaient et s'implantaient et développaient un pays. Là, on pouvait parler vraiment de prise de possession. Donc, les Anglais, finalement, pour protéger leur réputation sur le plan international, vont décider d'appliquer leur propre théorie et finalement, le Canada va devenir la province de Québec. On change le nom du Canada et on change le nom des Canadiens. Les Canadiens, finalement, commencent à devenir des Québécois. Que c'était l'habitude des Anglais parce qu'eux ne reconnaissaient pas le droit international, alors ils faisaient les choses exactement comme ils l'entendaient. Le nom québécois, finalement, nous vient soit de Halifax
ou soit de George III lui-même, mais d'après moi, il vient plutôt de Halifax. Lord Halifax, oui. Et c'est des noms, en plus, que pour nous, ça nous dit rien, absolument rien. On n'entend pas parler de ça. Mais c'est pour ça qu'on s'était intéressant avec vous, c'est de les connaître. Pas nécessairement pour les individus, mais pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Et puis, en choisissant the Province of Québec, de nous appeler Province of Québec, c'est un nom d'un sort de vaincu. Oui, c'est ça. C'est étant donné qu'on changeait le nom, pourquoi ne pas utiliser le nom de la ville où, finalement, les Anglais ont eu une des plus grandes victoires de leur histoire, là. Ouais. Parce que dans les plaines d'Abraham, c'est sous les remparts de la ville de Québec. Alors, naturellement, eux, les Anglais, à l'époque, il y avait encore la mystique religieuse. Pour George III et pour les Anglais, le fait que les Anglais aient été capables de monter sur cette falaise-là en pleine nuit pour surprendre les Français, alors c'était une preuve que la Providence était de leur côté, parce que les Anglais ont toujours pensé qu'ils étaient le peuple élu de Dieu. La citadelle de Québec s'était considérée comme la citadelle de l'Antéchrist. Les Canadiens étaient des ouailles de l'Antéchrist qui ont été vaincus par les Anglais, le peuple élu de Dieu. Et ça va avoir une importance dans l'imaginaire anglais. On va voir cette situation-là dans une peinture de Benjamin West, La mort de Wolfe. La mort de Wolfe va avoir tellement un impact que le roi lui-même, George III, va s'en faire une copie et des gens vont s'en faire d'autres copies. Il va y avoir des gravures et ça va se multiplier par milliers d'exemplaires pratiquement. Donc, c'est un événement symbolique où les Anglais, avec l'aide de Dieu, ont vaincu l'Antéchrist. Oui, c'est quelque chose. C'est ça. Donc, il y a la proclamation royale, il y a les symboles qui vont faire que les Anglais vont prendre vraiment possession de Québec, lui donner un nom, imposer leurs institutions juridiques. Les Canadiens, dans cette situation-là, jouent pas un grand rôle parce que ils n'ont plus de droits civils et politiques. Ils ont des libertés naturelles, ils ont leur propriété. Les Anglais respectent la propriété, respectent leur liberté naturelle, mais sur le plan politique, sur le plan civil, alors ils sont ignorés. Donc, dans les institutions, là, ils vont être complètement exclus et ça va durer longtemps. Alors que les Canadiens, par exemple, sous le régime français, il y avait des Canadiens qui avaient été comme gouverneurs, qui avaient siégé à la Cour suprême, le Conseil suprême. Alors là où ça prenait les plus grandes décisions juridiques, les Canadiens faisaient partie du système judiciaire, faisaient partie du système administratif, mais là, ils vont être exclus. Et finalement, ça va revenir beaucoup plus tard. Par exemple, il va falloir attendre 1842 pour que des Canadiens puissent faire partie du Conseil des ministres. Donc, ils ne seront pas ministres en chef, mais ils vont être comme des auxiliaires des ministres canadiens-anglais. Il va falloir attendre comme dans les années 1860 pour qu'un Canadien devienne juge en chef du Canada. Alors, ça va être La Fontaine. Ah, mais avant de continuer, là, Maître Néron, je vais mettre ça bien clair pour ceux qui nous écoutent. C'était nous les Canadiens avant, régime français, c'est ça? Oui, c'est ça. Et maintenant, c'est complètement l'opposé. Quand on parle de Canadiens, on pense aux anglophones, on pense à l'Ouest. Oui, absolument. Exactement. Oui, c'est pour ça que vous avez fait votre texte, Les Dessous de l'affaire Elvis Gratton, en donner l'image là quand il est dans l'avion, puis il essaie de se nommer, puis il est pas capable. On est Québécois, d'Amérique du Nord, de Canadiens, on sait plus. Mais là, c'est très clair là, dans vos textes là, maintenant. Là. Oui, c'est ça. J'explique ça, en fait, l'origine de ça. Alors, ça va commencer avec Henry Ellis et Halifax. Finalement, les Canadiens vont commencer à perdre leur boussole identitaire. Oui. Et c'est le cas aujourd'hui, là, parce que dans le fond, vous demandez à un francophone du Québec là, de s'identifier, mais là, il va toujours hésiter. Parce que québécois, ça veut... On a essayé dans les années 60 le mot québécois pour faire une nation civique québécoise, mais on voit bien au bout de 50 ans que ça n'a pas marché, parce que la nation civique, ça marche pas. Il y a presque pas grand monde qui s'est greffé à la nation civique québécoise. Les anglophones de Montréal le rejettent complètement, et leurs alliés allophones le rejettent aussi. Même il y a certains qui le détestent. Ils se disent des Canadiens résidant à Montréal. L'histoire du Québécois et de la nation québécoise, donc ça l'a échoué. Puis on l'a vu, par exemple, à la dernière élection où le PQ s'est pratiquement effondré. Et c'est lui qui portait l'idée d'une nation civique. Là. Le Canadien français, c'est plus précis. On sait de qui on parle lorsqu'on parle d'un Canadien français. Des fois, moi, j'utilise les Canadiens français. Des fois, je dis les Québécois d'origine
canadienne, puis mais c'est un peu comme Elvis Gratton aussi, là. Oui. Alors que notre nom véritable, c'est canadien, point. Il n'y a pas d'adjectif qui va avec ça, là. Regardez comme les Acadiens, ils n'ont pas de difficulté à s'identifier. Aucune confusion. Mais il n'y a aucune confusion, ils sont des Acadiens. Oui. Alors que nous, naturellement, il va y avoir le Bas et le Haut-Canada, pour ça qui vont être créés. Et là, à partir de 1840, les Canadiens anglais vont commencer à s'appeler Canadiens eux aussi, là, en fait, les Britanniques plutôt, vont commencer tranquillement à se dire Canadiens, mais à ce moment-là, ils vont nous donner un qualificatif de français. On va devenir des Canadiens français à partir de 1840. Et quand il va y avoir la Confédération, là, on va nous refiler le vieux nom là d'esclaves, là, qui va être le québécois, province de Québec, province of Québec. Et le beau mot Canada, canadien, ça va être le fédéral et la majorité canadienne qui va s'approprier notre nom. Oui, comme ils se sont appropriés notre drapeau, nos chants, nos paroles là-dedans. Là. Oui, puis le castor, puis la feuille d'érable, puis tout ça, puis tous nos symboles. Alors nous, il nous reste la fleur de lys, là. Alors. Oui. Non, pas qu'il n'y a rien de mal à ça, mais c'est parce que c'est pour illustrer ce que vous dites, que vous mentionnez que Canada et Canadien, à l'époque, c'était un nom prestigieux à cause de tous les attributs qu'on nous reconnaissait. Oui, mais aussi c'est parce qu'on était connus dans le monde. Tu sais, oui. En Europe, les Canadiens étaient connus parce que, dans le fond, les Canadiens, à cette époque-là, sur la Nouvelle-France, étaient devenus les rois de l'Amérique du Nord. C'est eux qui marchaient l'Amérique du Nord. C'est eux qui étaient en contact avec les Indiens. C'est eux qui faisaient des échanges avec les Indiens, qui faisaient des traités avec les Indiens. C'est eux qui parcouraient et qui faisaient les cartes géographiques et tout ça. Donc, ils étaient vraiment les rois de l'Amérique du Nord. Et naturellement, ça, ils vont le perdre graduellement, ce statut-là. Mais les Canadiens étaient quand même réputés, là. C'était un peuple qui avait pris sa place en Amérique du Nord. Alors, donc, ce nom-là était prestigieux. Puis, étant donné qu'il était prestigieux, à la Confédération, la première chose que les Canadiens anglais vont faire, ils vont prendre le nom Canada. Et ils vont s'appeler Canadiens. Mais ils s'appellent jamais Canadiens anglais, là. Non. Ils s'appellent Britanniques et des choses comme ça, mais jamais Canadiens anglais. Mais nous, on reste des Canadiens français pour eux, mais on sait qui, au moins, Canadiens français, on sait qui c'est. Et il faut pas oublier aussi que à l'époque de la Confédération, 1867, le grand slogan politique du Canada anglais, qu'à l'époque c'était plutôt Montréal, les anglophones de Montréal, c'était que les Canadiens français doivent paraître de la surface de la Terre. Ça, c'était un slogan qui était répété tout le temps, à tel point que certains anglophones s'en scandalisaient. Ce slogan-là, finalement, est peut-être disparu, mais l'idée, elle, reste tout le temps là. D'ailleurs, j'ai vu un sondage il y a quelques années, là, puis il y avait, je pense, quelque chose comme 80% des anglophones de Montréal qui espéraient que la langue principale de Montréal devienne l'anglais. Oui, parce que puis j'insiste beaucoup parce que pour retrouver une certaine fierté, nos origines, nos attributs, vous lancez un appel assez important là à la fin de votre article là, des dessous de l'affaire d'Elvis Gratton. Là. Il est plus que temps de rétablir la boussole identitaire. C'est quelque chose, ça, Maître Néron? Moi, ça fait longtemps que je le pense, là, mais avec la débâcle du PQ, puis l'échec de la nation civique, moi, je me dis que, dans le fond, on devrait peut-être tout simplement exiger de récupérer notre nom, que la province qu'on appelle province de Québec devienne province du Canada, et que le Canada, qu'on appelle aujourd'hui le Canada, se trouve un nouveau nom ou un autre nom, n'importe quoi. Il y a eu des suggestions à l'époque, et moi je dirais qu'on pourrait leur suggérer de s'appeler Dominion of Quebec. Peut-être que ça pourrait être, étant donné que c'est le roi, semble-t-il que c'est le roi Georges III qui aurait trouvé ce nom-là pour sa conquête. Alors le Canada actuel pourrait devenir le Grand Québec, et donc les anglophones deviendraient des Québécois, et nous on récupérerait notre nom. Alors c'est sûr que ça fait peut-être étrange, mais je me dis, à un moment donné, si on veut vivre et survivre, des fois il faut se battre, hein. Alors, quand on connaît bien notre histoire, c'est à ça qu'on arrive. C'est ça. Donc, moi, je me dis que là, étant donné que là, tout est sur la table, hein. Là, on ne sait plus qu'est-ce qui va arriver à l'avenir sur le plan politique. Alors, moi, je me dis qu'à un moment donné, quand on veut vivre, là, il faut se tenir debout. Oui.
Alors, je pense que une bonne chose à faire, ça serait de récupérer notre nom. Alors, donc, c'est notre nom de naissance. Donc, le nom de Québécois, c'est plutôt le nom d'esclave, là. Alors, moi, j'ai jamais vraiment aimé ce nom-là. Puis, j'aime pas m'identifier comme Québécois. Je suis toujours mal à l'aise avec ce nom-là. Canadien-français, j'aime pas ça non plus. Alors, finalement, je suis vraiment comme dans le complexe d'Elvis Gratton, là. Je sais pas comment me nommer. Oui, puis justement, là, il y a non seulement le mot Canada et Canadien qui est complètement effacé, il y a aussi la question, comme vous disiez, de participation à la société de droit. C'est le droit, il y a une différence entre le droit anglais et le droit français qui est très important, puis on se fait imposer le droit anglais. Oui, on se fait imposer le droit anglais. Qui est un autre débâcle, finalement. Oui, c'est certain que c'est une autre débâcle parce que nous avions notre propre conception du droit, de la loi et de la justice là, qu'on avait en Nouvelle-France et qui venait de très loin. Alors ça, on l'a perdu en grande partie. Et donc c'est le droit, c'est la conception anglaise du droit qui a pris sa place ici, qui va prendre sa place dans les lois fédérales, dans le droit criminel et tout ça. Donc c'est une conception de la loi, de la justice qui est totalement différente de celle qu'on avait. Et et ça va s'aggraver encore avec la loi de 1982 qui nous a été imposée, parce que là, la Cour suprême devient comme officiellement le législateur de dernier ressort du Canada. Donc la Cour suprême, c'est plus un tribunal juridictionnel, mais c'est un tribunal législatif. Parce que quand on annule des lois, dans le fond, c'est qu'on pose une norme de droit à rebours, là. La Cour suprême est devenue législateur suprême, mais législateur négatif, en annulant des lois. Alors, finalement, parce que auparavant, la Cour suprême ne pouvait pas annuler les lois québécoises. Maintenant, elle peut annuler n'importe quelle loi québécoise, que ce soit une loi, par exemple, adoptée par le Parlement, par l'Assemblée législative, ou des lois municipales, des règlements et tout ça. Donc, la Cour suprême, qui, à l'origine, n'était absolument rien, est devenue le législateur suprême du Canada. Oui. Et finalement, elle nous impose sa conception de la loi, qui est une conception très anglo-saxonne de la loi. Donc, le colonialisme anglo-saxon se continue avec la loi illégale de 1982. Oui, puis vous parlez aussi des gens qui sont venus ici, des Anglais, qui se prenaient pour des génies là, du genre humain. Là. Ah oui. Ben, c'est ça. Les Anglais ont toujours eu un sentiment de supériorité. Ils sont toujours pensés supérieurs aux autres, et tout ce qui était anglais était supérieur, leur loi était supérieure, leur parlement était supérieur, tout était supérieur pour eux autres. Là. Alors que vous dites que le droit anglais était en retard de quelques siècles même, vous dites là. Oui, dans un sens, oui, parce que dans le fond, si on compare le droit anglais tel qu'il existait en 1763 avec le droit canadien tel qu'il existe à la fin de la conquête, là, en 1763. Donc, si on compare institution par institution, on va réaliser que le droit français était en avance sur le droit anglais de 1 à 2 siècles par institution. Parfois même, ça va être 3 siècles. Des fois, ça va se rapprocher de 4 siècles. On a juste par exemple, à prendre l'exemple du droit d'appel en matière criminelle. Ouais. En France, le droit d'appel va commencer à être reconnu en 1580. Et il va s'améliorer par la suite. Ça va même devenir obligatoire. L'appel va devenir obligatoire en 1670 pour les gens qui vont avoir obtenu des peines corporelles ou la peine de mort. Là, l'appel va être obligatoire. Alors que dans le régime anglais, il n'y aura pas de droit d'appel avant 1907. Alors donc, ça veut dire que là, il y a une différence de 380 quelques années, là. On approche 4 siècles. Oui. Donc, puis les Anglais, nous disent tout le temps que leur droit est supérieur, que leur droit à eux est supérieur au nôtre. Et dans le fond, c'est absolument pas vrai. Le jury, la question du jury, c'est
absolument pas vrai non plus. Souvent, il y a beaucoup de mauvaises décisions qui sont rendues parce que les jurés ne comprennent rien au droit et tout ça. Mais les Anglais continuent à proclamer que ils sont comme l'élite du monde entier. Là. D'ailleurs, au 19e siècle, à l'époque où l'Empire était tout puissant, là, ils allaient loin là-dedans. Là. À un moment donné, à l'Assemblée, au Parlement fédéral, il y avait des députés anglophones qui faisaient des discours sur la supériorité de la race anglo-saxonne. Là. Mais oui. Alors, on a le verbatim de ça, là, alors qu'ils disaient que donc ils étaient la race, la plus grande race du monde, qu'ils allaient dominer le monde entier et que tout le monde serait soumis à leur pouvoir. Alors, ça, on parle des années là, 1890. Là, alors, c'est pour vous dire que dans le fond, ces gens-là, l'humilité, ils l'avaient pas très forte. Là. Une petite pause, le temps de vous dire que vous écoutez radioinfocité.com, l'émission en 60 minutes, et l'invité est Maître Christian Néron. L'esclavagisme, ils en ont fait. D'ailleurs, Ellis, c'en était un marchand d'esclaves. Celui qui a rédigé la première constitution, qui est la proclamation royale, finalement, était quelqu'un qui avait fait fortune dans le trafic des esclaves. Donc, il avait fait fortune avec ça. Il était l'associé même de Lord Halifax. Je ne sais pas combien d'argent ils ont pu faire là-dessus. Mais en tout cas, Lord Halifax en était tellement satisfait qu'il l'a nommé finalement, il l'a promu gouverneur honoraire de la Nouvelle-Écosse. Donc, ça veut dire que ça, c'était comme un poste qui était vraiment hautement payé. Tu pouvais obtenir, par exemple, 5000 livres pour ce poste-là par année. Puis, donc, tu n'étais pas obligé de faire le travail sur place. Tu pouvais nommer un lieutenant-gouverneur, lui donner peut-être comme 1000 piastres, et donc finalement, tu avais une sinécure, tu avais un 4000 piastres, un 4000 livres plutôt, que tu pouvais garder pour toi. Donc, il est devenu finalement expert, l'esclavagiste, le marchand d'esclaves est devenu expert en droit colonial. Lorsqu'il y a eu session, en 1763, c'est à lui qu'on a donné le mandat de faire un premier projet de constitution pour la province de Québec. Mais oui, il n'était même pas ici, en plus. Il n'est même pas venu ici. Non, il n'est jamais venu ici. Il est jamais allé en Nouvelle-Écosse, mais il est allé plutôt en Afrique. Alors, donc, il avait transformé un bateau qui s'appelait The Lord Halifax. Il en avait fait un négrier, puis il avait installé là-dessus un système de ventilation qui permettait de conserver des esclaves plus longtemps en mer, parce que le problème à l'époque, c'était comme dans les soutes où les esclaves étaient gardés, il n'y avait pas suffisamment de circulation d'air, il y avait beaucoup de décès durant le voyage. Et lui, il se vantait de faire des voyages de 300, je pense que c'était 350 esclaves qui pouvaient embarquer, puis il disait, quand j'en embarque 350 en Afrique, j'en débarque 350 en Jamaïque, là. Oui. Oui, on peut dire que quelqu'un qui fait ce genre de métier-là, qui s'occupe qui fait son argent comme ça, qui écrit notre constitution pour nous régir, il nous voit pas comme des avec du respect, là. Donc celui qui est l'auteur de notre première constitution, c'était un marchand d'esclaves, ça fait partie de l'histoire. Puis avec ça, on a changé de notre nom. Donc, le mot Canada, il fallait qu'il soit effacé. Puis, on a pris la province de Québec. Alors, on est resté, on est encore pris avec le nom de province de Québec aujourd'hui. Puis, on est devenus des esclaves politiques. On est devenus des esclaves, sur le plan civil et politique, on était des esclaves parce que, dans le fond, on n'avait aucun droit. C'est ça. Et on est resté comme ça. On est même jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, non? Oui, parce que, dans le fond, en 1867, on va perdre encore des droits parce qu'on va devenir minoritaire pour le gouvernement fédéral et la Cour suprême va devenir la Cour suprême du Canada anglais et le Canada anglais, ils vont s'approprier vraiment le Canada et le Québec, ça va être une province qui va être comme soumise à cette majorité-là. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que le plus grand adage politique des Canadiens anglais de l'époque, c'était que les Canadiens français devaient disparaître de la surface de la Terre. Oui.
ça, c'est quelque chose. Et puis, en plus, il y a personne qui s'est levé. Ben, il y en a qui se sont levés debout, là, en 1867, pour dire, on reprend notre nom, puis mais Cartier s'est pas levé debout. Et non, puis, non, il y en a Cartier, plusieurs oui. Le seul vraiment qui s'est élevé puis qui a plaidé là-dessus, c'était le plus jeune député, là, c'était Joseph-François Perrault, qui avait à l'époque 27 ans. Et qui avait mis beaucoup de temps à préparer son allocution, puis il avait dit aux autres, il dit, écoutez, si on s'engage dans cette voie-là, ce qui va arriver, c'est qu'on va perdre jusqu'à notre nom de Canadien. Alors, il l'avait dit clairement, ça. Alors, mais finalement, on l'a perdu. Ben oui, on l'a perdu. Et puis, il y a un article que c'est dans la proclamation aussi, je pense, que vous dites, ça n'a jamais été abrogé. Il y a des lois qui n'ont jamais été abrogées. Comme par exemple, concernant la langue française, le français. Il y en a d'autres aussi, non? Oui, en fait, quand on parle du droit, c'est sûr que officiellement, la proclamation royale de 1763 a été interprété ici par la minorité, en fait les anglophones, qui étaient à peu près 3/10 de 1% de la population. Eux ont dit que la proclamation royale avait totalement abrogé les lois du Canada et imposé les lois britanniques. Alors que c'était pas vrai, mais par contre, eux autres vont faire comme si c'était vrai. Alors, donc, nos lois, nous autres, ont jamais été officiellement abrogées. Toutes les lois qui existaient sur la Nouvelle-France n'ont jamais été officiellement abrogées, ce qui fait qu'elles existent encore légalement. On n'y a pas recours, mais s'il y en avait, par exemple, un gouvernement fort à Québec qui voulait s'affirmer, ben il pourrait revendiquer ou appliquer certaines de ces lois-là. Par exemple, comme l'ordonnance de Villiers-Cotteret, qui a été introduite ici en 1663, qui faisait du français la seule langue de l'État, la seule langue des affaires publiques et la seule langue de la justice. Alors, cette loi-là, elle existe encore. Alors, parce que finalement, le français est langue officielle au Canada depuis 1663. Naturellement, les Français qui étaient là sous Champlain et après utilisaient le français également, mais légalement parlant, l'ordonnance a été mise en vigueur ici en 1663 et elle n'a jamais été abrogée. Mais n'est-ce pas ça, n'est-ce pas le début, n'est-ce pas le point de départ, Maître Néron, la loi, le droit, les lois, pas se servir des lois comme d'aller les faire reconnaître et de mettre ça en évidence qu'elles n'ont pas été abrogées? N'est-ce pas ce qu'un gouvernement responsable qui voudrait reprendre, se battre pour nos droits? Oui, c'est ça. Oui, dans le fond, c'est qu'il faut se battre pour toutes nos institutions et faire reconnaître ce qui nous est le plus précieux. Et ce qu'il y a de plus précieux dans un peuple, ce sont ses lois. Parce que les lois, c'est ce qui permet à une population de vivre ensemble de façon paisible et harmonieuse. Et quand un peuple n'a pas de loi paisible et harmonieuse, ben le bien commun est mal servi. Et on le voit, par exemple, partout dans le monde aujourd'hui, là où on voit des peuples où il y a des crises majeures, des guerres civiles, les gens qui partent, qui décident de partir parce que c'est plus vivable chez eux, là. Alors, on voit tout le phénomène maintenant des migrations là, de masse. Parce que si les gens migrent, c'est parce que le bien commun est mal servi chez eux. Alors, ça, il y a beaucoup de causes à ça. Mais par contre, là, les gens partent et ils veulent aller n'importe où. Ben, je dis pas n'importe où, ils veulent sortir de chez eux pour aller surtout dans les pays où ça marche bien. Et les pays où ça marche bien, c'est l'Europe et c'est l'Amérique du Nord. Alors, c'est pour ça qu'on voit les mouvements de masse là qui sont commencés depuis plusieurs années et qui vont toujours aller en croissance. Alors, donc, l'immigration de masse, là, il y a eu la semaine passée, il y a eu le fameux pacte de Marrakech qui a été signé par 150 États. Alors, qui va, dans un sens, qui va avoir tendance à légaliser, la migration de masse.
Alors, donc, la migration de Mars va être considérée comme une espèce de droit fondamental. Donc, les 150 États qui ont signé, ben, dans le fond, ils reconnaissent le principe. Et on a vu comme Louise Arbour, là, l'ancienne juge de la Cour suprême, qui a dit, ben, les gens n'ont rien fait une leçon de morale au monde, là. Alors, elle dit, les gens ne comprennent rien là, de la subtilité de ce document-là de 70 pages, tu sais. Alors, pour être capable de comprendre un document juridique de 70 pages, là, il faut vraiment l'avoir étudié à fond pour savoir exactement de quoi il en retourne. Puis, des fois, si tu le comprends mal, tu peux comprendre le contraire de ce qu'il est dit, là. Alors, elle dit, ben, il n'y aura pas d'obligation juridique comme telle. La loi n'impose pas d'obligation juridique aux États. Mais ça, c'est encore un subterfuge parce que les lois internationales, les pactes et tout ça, dans le fond, c'est pas appliqué comme des lois. Il n'y a pas un tribunal, là, quelque part, qui dit, ben là, vous, tel pays, là, vous avez contrevenu à cette loi-là, on va vous juger, on va vous accuser, puis ça marche pas comme ça. Dans le fond, ce sont les États qui s'engagent eux-mêmes, sur leur honneur, à appliquer les conventions. Alors, de dire que c'est pas juridiquement contraignable, ça veut pas dire grand-chose, parce que la valeur d'un document international, c'est plutôt sa valeur morale. Et là, vous allez voir, là, ben, les gens vont commencer à dire que ça va commencer, puis ça va toujours aller en croissant, là, que la migration massive est un droit fondamental de l'homme, là. Alors, on pourra plus, ben, les gens pourront plus s'opposer à ça parce que ça va devenir comme une espèce de culte, là. On va répéter ça, et ceux qui vont parler contre, ben, à ce moment-là, ils seront montrés du doigt, là. Alors, donc, les gens vont pouvoir franchir les frontières assez librement, puis on pourra plus rien faire. Puis, moi, je trouve que c'est quelque chose qui annonce mal. Puis, c'est abominable. Abominable, mais on voit quand même des gens au Québec, là, comme les Québec solidaires, qui, eux, sont tout à fait favorables à cette décision-là. Alors, on voit Nadeau-Dubois, puis la madame Catherine Dorion et tout ça. Alors, donc, moi j'aurais un test de sincérité pour ces gens-là. Alors, c'est ce test-là, ça serait de leur poser la question, acceptez-vous, par exemple, pour voir leur sincérité, accepteriez-vous de payer un supplément d'impôt pendant plusieurs années, peut-être pendant une trentaine d'années, afin de loger, de nourrir, d'habiller, de soigner et d'éduquer tous les étrangers qui traversent illégalement nos frontières? Alors, si on leur posait cette question-là, puis qu'ils répondaient sincèrement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui serait prêt à payer 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 personnes, 10 000 piastres pour accueillir des gens qui traversent illégalement nos frontières. Un test de sincérité et d'honnêteté? C'est ça. Moi, j'irais même à dire qu'il faudrait peut-être le mettre dans le rapport d'impôt. Oui. Dans le rapport d'impôt, par exemple, il y aurait une place où le ministre arriverait avec cette question-là. Accepteriez-vous de payer un supplément d'impôt pendant une trentaine d'années afin de loger, nourrir, habiller, soigner et éduquer tous les étrangers qui traversent illégalement nos frontières? Oui ou non? Alors, si vous répondez oui, à ce moment-là, ça constitue comme un contrat que vous faites avec le ministre du Revenu. Donc, à ce moment-là, ben, il pourrait chaque année prévoir un montant, prélever un montant sur votre impôt pour payer pour les étrangers, pour ceux qui viennent ici, puis qui finalement sont assez peu nombreux à retourner sur le marché du travail. Parce que dans le fond, ceux qui sont les réfugiés politiques, habituellement, ils sont à 85%. 85% ne retournent pas sur le marché du travail. Ça veut dire que c'est la population locale qui les soutienne. Et pendant longtemps, là, parce que c'est assez rare qu'ils vont retourner chez eux, là. Donc, ça veut dire que c'est tout le monde qui doit payer pour les loger, les nourrir, les habiller, puis les soigner, puis les éduquer. Alors, moi, j'utiliserais ce test-là, un test de sincérité.
puis on pourrait essayer éventuellement de le mettre dans un formulaire, et je pense que la plupart des gens répondraient non. Ouais. Et d'ailleurs, même si on posait la question publiquement, par exemple à Manon Massé ou à Nadeau Dubois publiquement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dirait, il serait mal pris de répondre à ça. Je pense que vous aussi. Parce que quand on parle c'est sûr, c'est facile d'avoir le cœur, d'avoir le grand cœur pour dire bon, soyons humains, accueillons, aidons et tout ça, mais quand il faut mettre la main dans ta poche, sortir de l'argent, c'est plus difficile. Oui. Et après ça, il y a une autre question qu'on pourrait poser aussi, comme trouvez-vous sympathique d'avoir pour voisins des étrangers qui viennent de pays où le taux de meurtre par 100 000 habitants est de 50 à 100 fois supérieur à celui du Québec. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est que les statistiques le démontrent très bien. Au Québec, par exemple, le taux de meurtre par 100 000 habitants est de 0,8 et chez les Canadiens français, c'est de 0,6. Donc, c'est un des les taux de criminalité, de meurtre les plus bas au monde. Les seuls qui nous battent, là, qui vont plus bas que ça, c'est le Japon et la Chine. Les autres, c'est encore plus bas, ça va jusqu'à 0,3. Donc, c'est très, très bas. Mais par contre, dans ces pays-là, la criminalité est vraiment réprimée très dur. Oui. Alors, ça peut expliquer la différence. Mais si on regarde, par exemple, dans les pays d'Europe qui nous ressemblent ou l'Amérique du Nord, c'est bien certain que les Canadiens français du Québec sont les champions au niveau de la basse criminalité. Donc, chez les Canadiens français, c'est 0,6. Alors, il n'y a pas de pays en Europe qui a un meilleur chiffre que le nôtre. Là. Vous voyez, comme les pays scandinaves où c'est assez bas, là, eux autres, ça va être entre 0,8 et 1. Et maintenant, c'est en train de remonter à cause des multiples agressions sexuelles et d'autres actes terrorisme dans leur pays. Ça a changé complètement. La figure de la Suède, par exemple. Là. Ben oui, c'est ça. La Suède, c'est pareil. Alors que ça monte. Et parce que quand vous faites venir des gens ou d'un pays où le taux de criminalité est très élevé, ben ces gens-là, ils conservent leur manière de penser là, quand ils traversent la frontière. Là. Alors, quand on regarde les statistiques internationales, ben on voit beaucoup de pays où le taux de meurtre par 100 000 habitants va être autour de 20 meurtres par 100 000 habitants. Ça va aller jusqu'à 50 souvent. Et même, il y a des pays qui poussent des pointes jusqu'à 100. C'est énorme. Oui, oui. Alors, c'est énorme. Alors que nous, on est à 0,6, là. Alors, donc, ça veut dire que si on accueille des gens de partout dans le monde, qu'on les laisse rentrer, ben, à ce moment-là, c'est pas plaisant, là, de dire, on fait rentrer des milliers de personnes, puis ils ont des habitudes sociales qui sont dangereuses, là. Alors, vos deux questions. Oui. On a quand même le droit de protéger nos acquis. On a réussi à créer une société paisible et harmonieuse, et on a le droit de le conserver. Oui. Et des pactes comme Marrakech, ça peut bousiller tout ça. Parce que là, le Canada l'a signé. Alors, si le Canada ne va pas respecter les principes qui sont dans ce pacte-là, il va se faire montrer du doigt. Mais là, ce qui arrive, c'est que c'est moins un droit qui est attribué aux êtres humains, aux hommes, que au pays de ne pas dire non. Le pays ne peut plus, celui qui a signé, il peut plus refuser, là. Il peut plus, c'est parce que moralement, il s'engage à respecter les principes qui sont dans ce document-là de 70 pages. S'il ne respecte pas les principes, il va y avoir des militants internationaux qui vont se lever puis qui vont dire voici, le Canada ne respecte pas sa signature. Parce que quand tu signes, tu t'engages. C'est un engagement. Même si c'est pas juridiquement contraignable, moralement, c'est-à-dire tu manques à ta parole. Puis le Canada est déjà assez ouvert comme ça, non? Avec le multiculturalisme comme doctrine d'État, puis des frontières à peu près poreuses comme un gruyère. On s'en va vers quoi, là, Maître Néron, avec ça? Personne ne le sait, mais personne ne le sait. Tout ce qu'on peut penser, c'est que tout va aller en empirant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal dans le monde, qui a pas de solution, puis qui vont travailler en synergie. Par exemple, en synergie, vous allez avoir, par exemple, le réchauffement de la planète qui crée des problèmes énormes, qui vont aller encore en s'accroissant. Après ça, vous avez la migration massive qui va aller en s'accroissant. Donc, ça travaille ensemble, ces deux problèmes-là. Après ça, vous avez l'islam radical qui va toujours aller en s'accroissant. Alors là, vous avez trois phénomènes
qui travaillent ensemble, là. Réchauffement climatique, migration massive, islam radical qui veut se répandre partout dans le monde. Donc, tout ça, là, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais ça va pas faire de bien, ça. Puis là, vous avez des fois d'autres problèmes, comme, voyez-vous, en France, le problème, ils ont ces 3 problèmes-là, mais après ça, il y a la question des gilets jaunes, mais ça s'ajoute, ça aussi. En tout cas, au moins, le gilet jaune, c'est un problème qui peut se régler. Parce que dans le fond, c'est rien qu'une question de répartition des richesses. Oui, alors, exact. il s'agit que les Français s'assoient ensemble, que tout le monde parle de bonne volonté et on va trouver une solution. Croyez-vous que Macron est capable de s'asseoir et de parler de bonne volonté? À un moment donné, il est tellement mal vu qu'il va être obligé en tout cas, de faire des efforts. En tout cas, de ce côté-là, les Français vont être, même s'ils ne le règlent pas avec Macron, s'ils continuent à réclamer la justice sociale, parce que dans le fond, c'est une forme d'égalité sociale qu'on réclame. Oui. Là. Alors ça, ils sont capables de le régler. Mais les réchauffements climatiques, ça, il n'y a pas de solution à ça pratiquement. Là. La migration et c'est massive, global. Oui, c'est ça. La migration massive, ça va aller en empirant. Avec ce pacte-là, écoutez, ça va certainement stimuler la migration. Après ça, l'islam radical, lui, dans le fond, il peut pas changer parce que ce qu'il y a de radical dans l'islam, c'est déjà écrit noir sur blanc dans le livre saint. Oui. Alors que l'islam a toujours été radical, puis il va toujours l'être. Oui. Une petite pause, le temps de vous dire que vous écoutez radioinfocité.com, l'émission en 60 minutes, et l'invité est Maître Christian Néron. D'ailleurs, les théologiens musulmans, ils le disent tous, ils disent que dans le fond, l'islam est la religion de la force. Parce que Dieu a donné à Mahomet le pouvoir d'utiliser la force pour réaliser sa volonté. Alors, les autres, ils utilisent le mot force, mais dans le fond, la force, c'est la violence et la contrainte aussi. Là. Ils aiment pas le mot violence, mais ils utilisent le mot force, mais n'empêche que l'usage de la force, ça veut dire que ça peut aller jusqu'à tuer du monde. Là. Donc ça, c'est écrit... C'est écrit noir sur blanc dans le livre saint. Donc, l'islam est en soi radical, puis c'est un mouvement qui va en progression et qui va toujours s'étendre en Europe et en Amérique, et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Donc, maintenant, on peut plus prévoir l'avenir, là. Il n'y a plus de façon de dire, de penser que dans 50 ans, le monde va être meilleur. Parce que peut-être que dans 50 ans, le monde va être en feu. Oui, exactement. Puis en plus, on voit disparaître partout les frontières, donc les gens ne se reconnaissent plus, ne sont plus enracinés. Donc, avec aucun enracinement, on est quoi? On a quel droit? C'est ça. Alors, finalement, les gens qui n'ont plus de tradition, qui n'ont plus d'histoire, qui ont peut-être plus de valeur, donc, ils vivent au jour le jour, puis sont en contact avec d'autres, et puis, si on n'est pas capable... faire la poche, puis... c'est ça. Alors, donc, à un moment donné, ça crée des crises profondes. Ça crée des crises profondes, puis des crises profondes qui se règlent pas. Le plus souvent, ça tourne en guerre civile. Oui. Alors, donc, présentement, là, en tout cas, moi, je suis un peu pessimiste pour l'avenir, parce que je me dis qu'on s'en va, que ça s'améliore pas. C'est sûr qu'on voit les découvertes technologiques qui sont fascinantes et tout ça, mais tout ça pourrait s'arrêter assez vite, là. Parce que imaginez, par exemple, qu'une année, là, vous avez, par exemple, plusieurs tempêtes majeures. Oui. Plusieurs tempêtes majeures qui vont détruire plusieurs villes importantes là, dans différents pays, puis que durant la même année, vous allez avoir des pluies puis des sécheresses qui vont détruire les récoltes. Si dans une année, là, il manque 25% de nourriture pour nourrir le monde convenablement, ça va être le chaos partout. C'est ça. On va se déchirer pour... oui. Écoutez, comment, si à un moment donné, on n'est même plus capable, si on réussit, par exemple, à avoir une certaine récolte, puis qu'on n'est plus capable de l'acheminer dans les grandes villes. Dans les grandes villes, les gens, ils ont du monde, ils ont de la nourriture dans leur frigo pour 2 jours, là. Oui. Alors, vous avez des villes de 5, 10, 20 millions d'habitants. Alors, à un moment donné, s'il y a une ville qui est plus capable d'être approvisionnée, normalement, ça va être le chaos total. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Non. Alors, moi, je me dis qu'on est face à plusieurs défis, puis on n'est pas capable d'y faire face. Alors, à un moment donné, il va y avoir... Tout ça va travailler en synergie. Puis des fois, voyez-vous, là, en France, là, tout ça, il y a eu comme l'histoire du musulman là, qui a tué
4 personnes puis qui en a blessé une douzaine. Là, à Strasbourg? C'est ça. Alors, donc, ça s'ajoute. Des fois, ça arrive. À un moment donné, ça va mal partout. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive avec quelque chose d'autre, là. Oui. Alors, donc, cette histoire-là, le pacte de Marrakech, là, puis l'histoire de légaliser, dans un sens, la migration massive, puis de dire que le droit d'immigrer, c'est un droit fondamental, un droit de l'homme, ça va aller mal. Alors, Louise Arbour, elle a fait des leçons de morale, mais je suis pas sûr qu'elle a bien réfléchi à la question. Québec solidaire, eux autres, ils sont toujours du côté des victimes, peu importe ce que les victimes font. Alors, mais ils payent rien, là. Ça leur coûte rien, là. Alors, il faut. Oui, c'est leur raison d'être de victimiser tout le monde. C'est ça. Alors, donc, moi, je reprendrais le test de la sincérité, là. De la réalité, oui. C'est ça. Et de la réalité, absolument. Alors, de poser la question directement à des personnes, puis dire, répondez sérieusement. Est-ce que vous seriez prêt pendant 30 ans à payer chaque année un supplément de votre argent à vous, là, l'argent que vous avez gagné, là, puis là, c'est assez rare d'ailleurs que les gens en ont trop d'argent. Ouf, oui. C'est rare des gens qui ont trop d'argent, là. Alors, là, vous devez prendre de votre argent pour payer, pour faire vivre du monde. Oui. Alors, à un moment donné, là, t'as beau avoir un grand cœur, mais à un moment donné, la charité commence par soi-même, là. Et puis quand on commence à les fouiller dans les poches, c'est là qu'il peut y avoir des réactions. Parce que là, comme, oui. Alors, moi, je me dis, peut-être qu'il faudrait poser cette question-là publiquement, puis dire au ministre du Revenu, écoutez, là, si les gens veulent absolument recevoir des migrants parce qu'ils ont un grand cœur, ils payeront. Alors, donc, dans le formulaire, ils diront oui ou non. Alors, s'ils répondent oui, à ce moment-là, on ira chercher dans leur poche l'argent pour soutenir ces migrants-là. Ça nous en prend tant pour jumeler avec tant de personnes, parce qu'on veut pas arriver short, puis on veut pas, C'est ça. Ceux qui veulent pas, eux autres, ils ont bien raison de pas vouloir. Mais autres, si vous avez le cœur assez grand pour payer pour d'autres, là, à ce moment-là, on fait un compromis, vous paierez. Oui, puis ceux qui prêchent là pour l'ouverture des frontières puis de laisser pas rentrer tout le monde, vous allez payer les premiers. C'est ça. Alors donc, et de leur poser la question publiquement, parce que... Oui. Commencer par leur poser cette question-là publiquement, là, puis leur poser la question à savoir, si vous avez, par exemple, devant de votre porte, vous vivez dans un bloc de logement, puis dans la porte d'en face, vous avez des gens, de ces étrangers-là, qui viennent de pays où la criminalité est vraiment incroyable, là. Leur esprit, là, ils l'ont acquis chez eux, là. Alors, si vous avez un conflit avec ces gens-là, ça risque de mal aller, là. Oui. C'est ça, exactement. Alors, c'est pour ça aussi, ça me fait penser aux médias qui nous donnent jamais l'information juste ou rarement. Comme on n'a pas l'information non plus de notre histoire, vous nous l'expliquez. On voit qu'ils font disparaître le mot Canada et notre nomination. On s'appelle des Canadiens, notre façon de se nommer. Ils font disparaître ça. Ensuite, une minorité décide que c'est comme ça il faut interpréter. On se fait enlever nos droits et coutumes. Mais le roi... Puis on parle pas dans le fond. Les Québécois, ils ont beaucoup de qualités, mais les Québécois ont aussi des défauts. Le défaut qu'ils ont, c'est d'être un peu trop peureux, puis même, je dirais même, jusqu'à l'âge. D'ailleurs, moi, j'ai un projet d'article qui va porter sur ce sujet-là. Alors, parce que je veux pas descendre les Québécois, parce qu'on leur retrouve quand même d'énormes qualités. Le fait qu'ils aient construit un pays où le taux de criminalité est le plus bas au monde, c'est quand même extraordinaire, ça. C'est ça, oui. Alors, écoutez, on devrait être conscient de ça. Si on était capable de créer un pays de sorte que la vie est paisible et harmonieuse au point qu'on a le taux de criminalité le plus bas au monde, ça veut dire qu'on a quand même des qualités pas mal extraordinaires, là. Mais il nous manque le courage de les défendre, ces qualités-là. C'est ça. Donc, les Québécois devraient avoir développé la vertu de courage, ce que les Grecs appelaient la vertu, là. Alors, donc, les Québécois, ils ont peur de s'affirmer, ils sont peureux, et moi, en tout cas, ça fait longtemps que je pense à un article sur ce sujet-là, puis j'ai pas mal de choses de ramasser là-dessus. Alors, à un moment donné, il va y avoir un article qui va paraître là-dessus, là. Alors, c'est important de penser, de mentionner ces choses-là. C'est important. Oui, les Québécois, en fait, manquent de courage. C'est ça, il faut qu'ils en prennent conscience. Ils doivent s'affirmer. Comme là, voyez-vous, là, le Legault a commencé à baisser le pavillon concernant le voile. Alors là, il disait, moi, je veux plus
décider de renvoyer quelqu'un parce qu'il décide de garder son voile. Là. Donc, il commence à faire des compromis là-dessus, alors que les personnes en autorité les plus importantes dans notre vie, ce sont les enseignants. Oui. Parce que les autorités, l'autorité policière, l'autorité des juges, on n'y a pas affaire souvent. Et par contre, les enfants sont tous les jours avec leurs enseignants, de l'école maternelle jusqu'au secondaire 5, puis ça va plus loin encore. Alors donc, ce sont des figures d'autorité qui doivent rester neutres. Et les femmes qui portent le voile islamique, mais le voile islamique, c'est quand même c'est un des plus grands symboles de la révolution islamique et de l'islamisme radical. Oui. C'est quand même islamisme qui menace la paix dans le monde. Et ces femmes-là adhèrent publiquement à leur idéologie en portant leur symbole. Là. Et après ça, on devra les respecter puis leur dire c'est beau, puisque vous l'avez déjà, gardez votre voile. Alors moi je me dis, si vous êtes quelqu'un qui fait la promotion de l'islam radical, écoutez, comme autorité, on ne veut pas de vous dans nos écoles. D'ailleurs, Maître Néron, le peuple québécois, en majoritairement, et pour la Charte des valeurs, ne veut pas de ça. Oui. Et appuie, ils ont maintenant 75 députés élus, la CAQ, là. Oui. Alors, c'est les Québécois francophones, là. Moi aussi, je suis comme Elvis Gratton, là, je ne sais plus comment dire ça. Les Canadiens français d'Amérique du Nord, c'est nous qui les avons mis là au pouvoir. C'est ça, absolument. Alors lui, il n'y a pas d'affaire à se virer, là, puis parce que baisser. Il a peur de la Cour suprême. Parce que la Cour suprême, maintenant, elle a l'autorité législative suprême sur toutes les lois du Québec. Alors, moi, ce que je dis, acte de courage. Si jamais la Cour suprême pose un jugement, par exemple, sur la loi québécoise qui interdirait le voile des femmes, l'Assemblée législative du Québec devrait passer une résolution très claire en disant, peu importe ce que la Cour a dit dans tel jugement, nous n'allons pas respecter ce jugement-là. Parce que, dans le fond, c'est nous qui sommes responsables de la paix et de l'harmonie dans notre société. Et ce n'est pas à des juges de la Cour suprême de venir nous dire ce que nous devons faire à partir d'une charte de 1982 qui nous a été imposée. Donc, on se tient debout, on fait œuvre de courage et on dit à la Cour suprême, nous ne tiendrons pas compte de votre jugement. Parce que dans le fond, on a le droit légalement de désobéir à des lois. Dans certaines circonstances, on a même le devoir de désobéir à des lois. Et mon prochain article, ça va porter d'ailleurs là-dessus, ça va être le devoir de désobéissance. Oui, alors, absolument. Donc, moi, je me dis qu'il faut se tenir debout, il faut avoir du courage, et si c'est nécessaire, quand une loi, d'ailleurs, Aristote le disait déjà, Cicéron le disait, Saint Augustin le disait, Saint Thomas d'Aquin, une loi qui n'est pas une loi injuste n'est pas une loi. Donc, on n'est pas tenu en conscience de respecter cette loi-là. Et c'est ce sujet-là que je vais traiter dans un article qui va paraître au mois de janvier ou février. Maître Néron, il nous reste quelques minutes, là. J'aimerais ça que vous nous parliez de cette discipline, du concours, de l'action commune, là, de certaines disciplines comme vous êtes en droit, d'autres sont en géopolitique, d'autres en histoire, vous aussi en histoire aussi, là. Mais comprenez-vous, comment ces disciplines-là, qu'est-ce qu'il est, pas chacune de leur côté, comment ils peuvent réunir leurs efforts et aider la cause, disons, de sortir, je pense que quand on est fort dans une discipline, si on est faible dans toutes les autres, dans le fond, on est comme un boiteux. OK. Alors, moi, je me dis qu'il faut être fort dans une discipline. Et par contre, il faut avoir des bonnes connaissances dans les disciplines voisines pour être capable d'avoir une pensée plus cohérente et plus large. C'est comme ça que les hommes étaient avant, les hommes d'État même étaient comme ça avant. Oui, parce que dans le fond, comme au Québec, on avait le cours classique. Le cours classique donnait une très bonne formation des gens, par exemple, en philosophie. Aujourd'hui, la formation en philosophie est beaucoup moins intéressante, moins importante, et on va chercher des auteurs un peu partout. On va chercher des auteurs américains, anglais, suédois et tout ça, alors que
jusqu'à la fin des années 60, le cours, les années de philosophie, les cours étaient faits à partir de nos propres auteurs. Alors, nos auteurs privilégiaient, par exemple, la notion de responsabilité. Parce que, dans le fond, en morale, l'objectif moral, c'est de former des hommes responsables. Ouais. Alors, et ça libre mais responsable. C'est ça. C'est que, oui, libre et responsable. Et là, on va du côté des anglo-saxons et on privilégie la liberté, mais on met plus l'accent sur la responsabilité. Alors que c'est la responsabilité qui fait l'homme. C'est pas sa liberté. Les animaux, ils sont libres. C'est facile d'être libre, de penser qu'on peut faire tout ce qu'on veut, tout ce qui nous passe par la tête. Alors que de façon traditionnelle, qu'est-ce qui était enseigné dans nos collèges classiques était que la liberté, ça s'est enseigné pendant très très longtemps. Là. Les collèges classiques ont commencé la philosophie en 1655. Alors on enseignait que la liberté, jusqu'à la fin des années 60, la liberté était un principe. La liberté était un principe d'autonomie et de responsabilité, autonomie et responsabilité, qui se manifeste par la capacité de subordonner nos actions à la raison et à la loi. Et c'est comme ça que les gens étaient formés avant les années 60. C'est pour ça qu'on avait des bons penseurs. Mais aujourd'hui, les gens, d'abord, il y a moins de cours de philo dans les cégeps, et on leur enseigne toutes sortes d'auteurs de façon assez incohérente. Là, on voit naturellement Locke, Hobbes, Stuart Mill, les auteurs anglais, là, les utilitaristes anglais, et d'autres, là, donc des protestants et tout ça. Alors que nous, on a vraiment une tradition qui était très, très, très solide et qui a donné des bons résultats longtemps. Et naturellement, à la fin des années 60, là, on a rompu parce qu'on a pensé que notre système était trop démodé. Et là, on parle de la responsabilité. On parle de la liberté comme un principe d'autonomie, mais on parle plus de responsabilité. Alors que la philosophie veut former des hommes responsables. Oui, puis avec toute l'affaire de consommation du matériel, c'est devenu maintenant ce que tu as dans ton portefeuille plutôt que qu'est-ce que tu as dans la tête. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment la philosophie des libéraux anglais, là. Alors les libéraux anglais, là, et les utilitaristes anglais, disent finalement que c'est le jeu spontané des forces du marché qui assure le mieux le bien de la société. Alors donc c'est le libre jeu des forces du marché, donc tout le monde veut produire le plus possible à meilleur coût possible, puis tout le monde veut consommer le plus possible, alors que dans le fond, à un moment donné, trop de bébelles, là, ça rend pas plus heureux, là. Puis en plus, c'est que ça fait beaucoup de pollution, puis dans le fond, c'est ça, là. Alors, on met l'importance là où elle n'est pas. Alors que l'importance, c'est de former des gens qui ont un jugement, qui sont responsables de leur vie, de leur société et tout ça. Et le résultat, on l'a devant les yeux, et vous en avez parlé, là, plutôt, toute cette crise mondiale de migratoire, autant que climatique, autant que, les déchets, comment gérer ça, l'alimentation, l'eau, on l'a devant les yeux. Là, on l'a devant les yeux, et les problèmes grandissent, et on n'est pas capable de trouver de solution. Et voilà. Alors, moi, je me dis que, dans le fond, si la température monte encore de 1,5 degré, là, si ça va jusqu'à 2 degrés, là, personne ne peut prédire qu'est-ce qui va arriver. Alors, c'est sûr que les civilisations risquent d'exploser, et il y a des spécialistes qui disent que même que l'espèce humaine pourrait disparaître éventuellement. Alors, parce que dans le fond, voyez-vous, regardez, prenez comme les Inuits dans le nord du Québec, là. Avant, eux, ils étaient totalement autonomes. Et là, si à un moment donné, il y a une cargaison de nourriture qui n'arrive pas, ils sont paniqués parce qu'ils sont plus capables de se nourrir eux-mêmes. Parce qu'ils ont perdu les connaissances techniques de leurs ancêtres. Alors, donc, ils sont complètement à la merci du Sud. Et les grandes villes, sont des grandes villes de millions d'habitants, ils sont totalement à la merci du système
système agricole mondial. Là. Ouais. Et ça prend pas grand-chose. Regardez comme la France, là, on parle de la crise des gilets jaunes, mais les gilets jaunes, dans le fond, c'est presque des émeutes de la faim, là. Oui, absolument. Tu sais, on est à la porte des émeutes de la faim parce que les gens, moi, j'ai écouté ça depuis 2 semaines, tout ça, puis ils demandent à des gens combien gagnez-vous. Alors, les gens, ils gagnent 900 euros, 1000 euros. Certains, j'ai entendu 8. J'ai une femme, à un moment donné, elle avait dit 300, puis il y avait des gros gras durs qui avaient jusqu'à 1600, 1700. C'est le plus que j'ai entendu, là. Mais en France, la vie est chère, là. Oui, absolument. La vie est chère, le logement est cher, la nourriture est chère, tout est cher en France, là. Alors, les pauvres sont poussés vers la périphérie. C'est ça. Les pauvres ne peuvent plus rester en ville. Ouais. Alors, les pauvres Français sont plus pauvres que nos pauvres Québécois, là. Alors, et particulièrement les femmes. C'est ça. Oui, ben là, ce que j'avais entendu, comme les 300, puis les 600, puis les 800, c'était des femmes, là. Alors, donc, non, la France, cette question-là de la répartition des richesses, ça, ils peuvent la régler. Ça, s'ils s'assoient, puis qu'ils se disent, ben écoutez, là, on aime mieux, les riches, on aime mieux débourser, dans le fond, on débourse finalement pour nos concitoyens. Dans le fond, on est responsable. Quand on vit dans un pays, là, on forme une société, puis on forme une société, on veut créer un bien commun, qui plus le bien commun sera riche, et plus les individus seront riches de ce bien commun-là. Alors, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on veut un bien commun? C'est parce que, dans le fond, on veut être capable de vivre en paix et en société, donc on est responsable de nos voisins. Mais par contre, on n'est pas responsable des gens des quatre coins du monde. Exactement. Charité bien ordonnée, c'est ce qu'on disait avant, hein? C'est ça, parce que la charité bien ordonnée. Oui, allez-y. D'ailleurs, les 150 chefs d'État qui ont signé, là, la plupart de ces chefs d'État-là, ces chefs d'État sont des exportateurs de migrants. Alors, eux autres, ça fait leur intérêt qu'on ouvre les frontières. Bien sûr. Puis, parce que ces fameux présidents-là, eux autres, on le voit, là, le budget, ça va pour le palais présidentiel puis l'armée, mais pour le reste, ben, ils ont jamais d'argent. Alors, les gens sont pauvres, les gens sont naturellement, ils sont pas heureux, puis ils veulent améliorer leur sort, donc ils savent que dans leur pays, ben, leur sort ne s'améliorera jamais, mais avec la TV, puis ils voient partout ce qu'il y a en Europe, donc ils veulent aller au ciel. Oui, absolument. Alors, que les gens veulent améliorer leur sort. Tout le monde veut améliorer son sort. C'est normal, ça fait partie de la vie. Mais à un moment donné, ben, si toi, tu as réussi à créer un pays où tout va relativement bien, tu peux pas accepter que des milliers et des milliers de personnes arrivent et qui créent un déséquilibre et que tu vas tout perdre, là. Qu'est-ce qu'on fait avec les médias en terminant? Ben, je sais pas. Je sais pas. Les médias, hein, ils suivent une ligne assez conservatrice, là. Tout le monde essaie de dire à peu près la même chose que les autres disent, donc je sais pas. Moi, j'ai jamais réfléchi trop sur les médias. J'ai pas de réponse à donner là-dessus, là. C'est beaucoup de propagande, puis en France, on le voit là dans le moment, ils abordent jamais c'est via les médias sociaux qu'on voit là des gens qui se font qui ont perdu un œil, l'autre a perdu une main, l'autre il y a une violence inouïe là, il y a une répression là des gilets jaunes là. Parfois, il y a des policiers qui ont enlevé leur casque pour être comme leur dire on est de votre côté, mais la plupart du temps c'est la grosse répression. L'euro, il y en a beaucoup questions là. Monsieur Sapir, moi je suis beaucoup, puis tout le monde parle de ça à cause de la dévaluation du franc, de la monnaie du franc là, comparé à ce qui passe en Allemagne. L'Allemagne s'est enrichie avec l'Union européenne, les autres sont toutes appauvris. Ça va sauter en Italie, ça va sauter en France. C'est fascinant en même temps de suivre ça. C'est pour ça que qu'on voit partout des hommes politiques de la droite que moi j'appelle pas d'extrême droite parce que dans le fond ils sont pas contre les valeurs libérales et contre la démocratie, mais ils veulent conserver ce qu'ils ont à l'intérieur de leur pays. On les protéger leurs frontières, leur territoire, exactement, leur peuple. On les appelle extrême droite
pour les salir, mais dans le fond, c'est pas des gens qu'on peut comparer. Peut-être des minorités le sont, mais on peut pas les comparer à l'extrême droite des années 30, des années 20, là. Alors, c'est ça la grosse erreur des médias en ce moment, les gros médias de corporatifs. C'est ça, il y a des gens qui commencent à mettre de l'eau dans leur vin, qui disent la droite, les très à droite. On peut dire qu'ils sont plus à droite que les autres, c'est sûr. C'est sûr qu'ils sont plus à droite que les autres. Mais par contre, ces gens-là, je pense que cette petite droite-là, c'est la droite de gens qui ont peur de l'avenir. Ben, avec raison, d'une certaine façon. Et avec raison, parce qu'il n'y a rien qui s'améliore réellement. Oui. Il y a des mesures qui vont être prises, là, qui doivent être prises, assez fermes. Non? Ben là, c'est ça que tantôt je disais, là. Donc, en ce qui concerne la distribution de la richesse, là, il faut que les Français s'assoient puis qu'on fasse une meilleure répartition de la richesse. Parce que dans le fond, vivre avec 1000 euros en France, là, c'est surtout si tu as des responsabilités, ben t'arrives pas. Donc les gens ont raison d'être fâchés parce qu'il y en a de la richesse. S'il n'y en avait pas de richesse, ça serait pas pareil, mais il y en a de la richesse en France. C'est peut-être la première chose, la chose numéro 1 qui ferait que pas mal de choses, d'autres problèmes se régleraient. Oui, absolument. Absolument. Alors, donc, les Français, ils ont ce problème-là aujourd'hui. Les Gilets jaunes, moi, je dis, ils doivent continuer leur combat, là. Naturellement, moi, le vandalisme, je trouve ça épouvantable, mais par contre, le fait de manifester, puis de crier, puis de s'affirmer, puis d'exiger, ça, c'est tout à fait normal. Puis je pense qu'ils doivent continuer à le faire, parce que s'ils s'arrêtent, ils vont être oubliés. Oui, absolument. C'est ça. Il faut continuer. Puis ça se répand. On va espérer que ça va se répandre encore davantage. Puis une petite parenthèse pour le vandalisme. Là, on sait qu'il y a des gens payés même par les gouvernements puis par la police pour faire de la violence, pour faire passer ça sur le dos des personnes qui manifestent paisiblement. Là. Parce que de provocation, il y en a tout le temps eu, ça. Et voilà. Donc, ça se peut, ça. Maître Néron, je vous remercie infiniment d'avoir accepté aujourd'hui de finir l'année avec nous. Et puis, j'espérerais juste que vous enverriez un petit courriel quand vous allez avoir votre prochain texte. Moi, je vais surveiller Vigile de mon côté, mais je vais pas tout le temps. Et puis, parce que je veux le partager tout de suite aux gens, aux auditeurs et aux lecteurs, pas seulement aux lecteurs de Vigile. C'est presque quelque chose que j'entreprends par moi-même. Ça, c'est que je veux pas que l'information reste dans un petit cocon, vous comprenez, là. En tout cas, oui, les gens peuvent regarder sur Vigile, là, mon texte, celui qui est en ligne présentement, là, c'est les dessous de l'affaire Elvis Gratton. Alors, ça, c'est le plus récent, oui. Oui, qui est en ligne, puis il y en a un autre qui va rentrer, là, peut-être d'ici 2 semaines, 3 semaines, là. Alors, sur la proclamation royale de 1763. Puis après ça, là, je suis en train de travailler là, sur le devoir de désobéissance. Ah, OK. Alors, il y en a quand même plusieurs. Là. J'ai pas mal de sujets que j'ai travaillés, que je ramasse de l'information. Oui. Ah, mais ça se peut même qu'on fasse une émission plus longue, parce qu'on a fait 75 minutes sans les extras, Maître Néron. Puis c'est précieux comme tout. Alors, je vous envoie ça. Et puis, je vous souhaite une belle fin d'année. Et puis, la meilleure des années 2019. Au revoir. OK. Merci. Bonne journée. C'est une autre affaire que je prépare depuis des années. Quand on parle de la question religieuse, elle est extrêmement importante. Donc, moi, je veux comparer les religions et l'influence que les religions ont eue sur la conception de la loi, du droit et de la justice. Là. Alors ça, c'est un thème que je prépare depuis longtemps, mais j'en parle un petit peu comme ça des fois dans des textes, mais moi, je veux faire un texte là, qui va porter spécifiquement là-dessus, là, parce que dans le fond, la religion, pour nous, ça nous vient de Jérusalem, donc ça nous vient de la Bible, ça nous vient de l'Évangile, mais par contre, le protestantisme, on va faire des changements très importants à ce niveau-là. Alors, finalement, les protestants vont se rallier plutôt à l'Ancien Testament, alors que les catholiques vont pratiquement oublier l'Ancien Testament, mais ils vont se concentrer sur le Nouveau Testament. Et après ça, il va y avoir évolution. Et en plus, c'est qu'il faut considérer que dans la tradition européenne et la tradition française, on va toujours
toujours privilégié également la tradition qui nous vient de la Grèce et de Rome. Alors, la Grèce et Rome vont influencer notre conception du droit, alors que les protestants, eux, leur conception du droit va être plutôt influencée par l'Ancien Testament, là. Alors, avec, par exemple, le Dieu tout-puissant, volonté infinie, qui adopte les lois qu'il veut, et donc les gens doivent se soumettre de façon absolue à la loi. Donc, ça va être ce modèle-là va être repris par les protestants. Et finalement, ils vont être appliqués au Québec d'une certaine façon. Alors que nous, notre tradition, c'est la tradition du droit naturel classique qui vient de Grèce, qui vient de Rome. Après ça, qui va être reconnu finalement, remise à jour avec saint Thomas d'Aquin, alors qu'il va faire une somme incroyable à ce sujet-là. Et finalement, ça va libérer ça va libérer la raison naturelle de l'homme. Donc, ce qui veut dire que la raison et la foi devront vivre ensemble. Alors, la raison va être capable de faire un bout de chemin dans la façon de comprendre la religion. Et naturellement, en libérant la raison comme ça pour des questions religieuses, on va la libérer pour les questions juridiques, mais on va la libérer aussi pour les questions de connaissance en général, la connaissance des arts et tout ça. Donc, il va y avoir, à un moment donné, une libération des esprits qui va amener une espèce de renaissance en Europe, là. Donc, ça va s'écouler sur plusieurs siècles. Et naturellement, vous allez voir, par exemple, tout l'avancement dans les technologies, dans les arts, dans la peinture, dans la sculpture. Ça va être parce qu'on va avoir libéré la raison, là. Alors, donc, c'est le Maître Néron, on va reprendre ça une prochaine fois. Et pour continuer, voici des extras. Maître Néron nous a téléphoné quelques 15 minutes avant de commencer l'entrevue pour nous préparer les sujets dont on voulait parler, et on vous en fait part on vous fait part de ce que ça donne quand on prépare l'émission avec un invité. Maître Néron, c'est très facile. Et puis l'autre, c'est une question que Jean-Marc a posée à Maître Néron. Il lui a demandé quelle était l'influence des religions sur nos vies, la politique, les droits, etc. Et c'est en deuxième partie le deuxième extra. Et on continuera ça une autre émission avec Maître Néron parce que c'est très intéressant ce qu'il dit. Alors, Maître Néron, je pense que Jean-Marc a déjà commencé à enregistrer, puis cette partie-là, j'aimerais ça, on va la garder quand même pour une fois que nos auditeurs, auditrices profiteraient de cette préparation qu'on fait avec les invités, mais vous possédez tellement votre sujet, vous, que c'est pas difficile. On va commencer, si vous êtes d'accord, on va commencer avec votre premier article. J'en ai sorti 3. OK. Alors, ce que je voulais vous demander avant de commencer, c'est est-ce que ce texte-là que vous m'avez fait parvenir, c'est quelque chose qui va être publié bientôt? Oui, ça, c'est okay. Quand mon texte, là, l'affaire, les dessous de l'affaire Elvis Gratton va être usé, là. Oui. C'est le prochain texte que je vais présenter. OK. Alors, voulez-vous en parler comme on peut en la suite? Oui, ouais? on peut en parler. Oui, parce que dans le fond, c'est un sujet pratiquement inépuisable, là. Oui, c'est ça. Alors, parce que c'est un sujet sur lequel il faut revenir, parce que oui. il faut bien démontrer quel était l'état du droit, le droit anglais et le droit international à l'époque, et qu'est-ce qui est arrivé en fait là. Alors, donc, il y a eu quand même des décisions qui ont été extrêmement lourdes, parce qu'on a créé comme une espèce de, on a créé un vrai bordel là, sur le plan juridique. Là. C'était quelque chose inimaginable, qu'est-ce qui s'est passé durant les 10 premières années. Mais dans les années suivantes, ça sera pas infiniment mieux. Là. Ça va s'améliorer beaucoup, mais ça sera pas infiniment mieux parce que on va garder le droit criminel. Et le droit criminel anglais, c'était pas la même chose que le droit criminel français. Là. Et vous dites c'est retardé de 1 ou 2 siècles? Ben, c'est ça, c'est que si on compare le droit anglais avec le droit français, si on les prend institution par institution, on va se rendre compte que le droit français était en avance de 1 à 2 siècles en général sur le droit anglais. Et ça peut même aller jusqu'à 3 siècles et plus, là, comme dans le droit d'appel en matière criminelle. Oui. Alors ça, les Français ont commencé à le reconnaître en 1580 et les Anglais vont le reconnaître en 1907, là. Ouais. Alors, ça fait 300
80 quelques années, là. Alors, c'est pour vous dire la différence. Et en plus, c'est que dans le nombre d'infractions n'était pas le même, là. En Nouvelle-France, en fait, il y avait 6 infractions possibles, mais il y a des infractions qui pouvaient pas arriver, que par exemple, comme tuer le roi, ça pouvait pas arriver. Faire un complot pour tuer le roi, ça pouvait pas arriver. Alors donc, finalement, il y avait juste 3 infractions qui étaient punies par la peine de mort en Nouvelle-France. Alors, c'était le meurtre, c'était le viol d'un enfant et c'était l'incendie d'un immeuble. Okay. Alors, pour les autres causes, là, le juge avait la discrétion de la peine. Alors, il y a ça qui est très important, la différence entre le droit anglais et le droit français. Puis, il y a aussi le fait que le roi de Louis XV, c'est Louis XV qui nous a cédé. Oui. Ben, il a dépassé comment on appellerait ça? Ses compétences. Ses compétences. Il a dépassé ses compétences parce que c'est sûr qu'il avait le privilège de conclure des traités, mais dans le traité, il pouvait pas inclure n'importe quoi. Parce que dans le fond, il était lié par les lois de son royaume, là. Un peu comme quand Trudeau va aller passer un traité quelque part, ben il faut qu'il tienne compte des lois du Canada. Il peut pas faire un traité selon son bon plaisir, là. Alors il faut quand même respecter les limites de ta compétence, comme quand un juge rend une décision, ben il va respecter les limites de sa compétence. Quand un fonctionnaire rend une décision, il respecte les limites de sa compétence. C'est la même chose pour le roi. Bien, à ce moment-là, en 1763, quand il nous a cédé à Georges III, il nous a cédé comme de la vulgaire marchandise, c'est ça? C'est exactement ça. C'est comme s'il avait cédé, c'est comme quelqu'un qui vend sa ferme avec le bétail. Bon, alors, il y a ça, il y a la différence entre les deux droits. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? L'identitaire. Ça commence rendu là, puis votre article... J'ai même fait un extrait, parce qu'on en avait parlé dans une autre émission de l'article qui était pour être publié à l'époque. C'était sur les dessous de... Oui? De l'affaire Elvis Gratton. De l'affaire Elvis Gratton. Puis, bon, c'est ça. Alors, mais aujourd'hui, on en parle plus parce que il a été publié. Et puis, c'est en 1763 que ça commence notre débâcle identitaire, où est-ce qu'on commence à obéir à des maîtres, puis où est-ce on sait plus comment s'appeler, parce que là, il barre le nom Canada, Canadien. Ça n'existe plus. C'est 150 ans d'histoire. C'est un peuple qui n'existe plus, c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. C'est parce que quand ils ont préparé la proclamation royale, là, durant l'été 63 et à l'automne, au mois de septembre, là. Alors, naturellement, ces gens-là discutaient entre eux, là. Alors, et finalement, ben, ils ont dit, si on garde le nom Canada, dans le fond, aux yeux du monde, on va passer pour des gens qui ont conquis le Canada. Violemment, oui. C'est ça. Okay. Donc, ils ont décidé que le Canada, c'était payant, donc on va aller le conquérir, comme des pirates, là. Oui. Alors, donc, ils ont dit, on va agir différemment. On va montrer que, dans le fond, on a reconquis des droits qui nous avaient été violés. Avec Cabot en 1400 C'est ça, parce que finalement, Cabot avait fait un voyage, puis il aurait vu les rives là, de l'Amérique du Nord. Et à ce moment-là, ben eux ont dit, ben là, à ce moment-là, Cabot a pris possession de tout le territoire au nom du roi, alors que le droit international de l'époque disait, ben on peut pas prendre possession d'un territoire comme ça, il faut réellement l'occuper. Alors, quand tu t'envoies des colons puis que tu occupes réellement le territoire, alors à ce moment-là, tu peux revendiquer un titre, mais de dire que ben j'ai vu à l'horizon, j'ai vu des terres, donc ça appartient à l'Angleterre, donc c'était une idée farfelue, là. Et le droit international n'a jamais reconnu cette prétention-là, mais là, les Anglais, eux autres, ils l'ont gardé longtemps parce que les Anglais ne reconnaissaient pas le droit international. C'est ça le problème, hein? Oui. C'est ça. Alors, différence entre les deux. Par quoi commencerait-on pour être on commencerait en 1763 la débâcle identitaire, quoi? Ben oui, c'est ça que dans le fond, c'est ça. Donc, à ce moment-là, il n'était plus question de parler du Canada, donc le nom devait disparaître. Il fallait oublier ce nom-là. Il fallait tout simplement reprendre l'ancien territoire que l'Angleterre dit qu'il lui appartenait, puis là, en prendre une petite partie, puis lui donner le nom qu'on veut. Donc, la petite partie, ben, c'était les deux rives du Saint-Laurent. Et naturellement, ben, le mot Québec pour le roi, ou peut-être pour le Conseil des ministres ou Halifax. Donc, il fallait mettre en valeur
Québec, parce que une des plus grandes victoires du monde, a eu lieu à Québec, là. Oui. Alors donc, parce que dans le fond, eux ont beaucoup fait des allusions à cette victoire-là, disant que c'était quand même une grande victoire, que Dieu les avait appuyés, que la providence était de leur côté, et que s'ils avaient pu prendre cette forteresse-là, qui était la forteresse de l'Antéchrist, c'était des images de l'époque, là. Donc, c'était Dieu qui était avec eux, là. Alors donc, entre autres, il va y avoir un tableau qui va être produit une dizaine d'années plus tard. Alors, ça va être de Benjamin West, là, ça va être la mort de Wolfe, là. Oui. Et ce tableau-là va devenir extrêmement populaire, là. Le roi lui-même va s'en faire une copie conforme. Et des gens vont en faire également des copies, on va faire des gravures et tout ça, donc ça va être incroyable comme symbole, là. C'est le symbole vraiment du peuple de Dieu qui a vaincu le peuple de l'Antéchrist sur des hauteurs, là. C'était une citadelle au sommet d'une montagne, et finalement ils ont pu gravir cette montagne-là durant la nuit, et ils ont gagné. En tout cas, bref, c'était la preuve de leur supériorité morale, là, et de leur lien avec Dieu. Et en contrepartie, nous, on est vraiment, c'est de l'esclavagisme, là. En ce sens qu'on va devenir des esclaves politiques, parce que on ne va pas reconnaître nos droits civils et politiques. Bon, alors, c'est ça. On va reconnaître la propriété, on va respecter la propriété, on va reconnaître notre liberté naturelle, comme les chats et les chiens et les animaux dans la forêt ont une liberté naturelle, ils peuvent se déplacer comme ils veulent. Mais par contre, sur le plan civil et sur le plan politique, on est des héros, là. Voyez-vous, ça va prendre... Avant que, en Nouvelle-France, il y avait des Canadiens qui étaient devenus gouverneurs, qui faisaient partie du Conseil souverain, donc la Cour suprême, qui était dans toute l'administration de la justice. Mais par contre, quand on va tomber sous le régime anglais, voyez-vous, la première fois que des Canadiens vont faire partie du Conseil des ministres, ça va être en 1842. Ça va être... ils vont partager le pouvoir avec des Canadiens anglais, là. Et c'est la même chose pour le juge en chef. La première fois, le premier Canadien qui va devenir juge en chef, ça va être La Fontaine, là. Ça va être dans les années 1850 quelque chose, là. Alors donc, ça veut dire que c'est pendant presque tout proche 100 ans, là, on va être à peu près sans droits civils et politiques, là. Et d'ailleurs, ces droits civils et politiques qu'on va conquérir tranquillement au bout presque d'un siècle, en 1867, on va les perdre en encore. partie, là. Oui, c'est ça. Puis en 1982, on va en perdre encore, là. Donc on en perd tout le temps. Oui, c'est ça. Puis je vous souhaite une belle fin d'année et puis la meilleure des années 2019, et on va trouver une solution tous ensemble. Au revoir. OK, merci, bonne journée. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.